je me présente Françoise Sauffret. Je suis gynécologue à la base et chirurgien en reconstruction mammaire depuis, disons, 94. Et donc, nous souhaitons vous faire partager l'éventail des techniques que nous avons faites, mais aussi que l'on a un petit peu développé de façon, disons, innovante, parce que depuis à peu près 15 ans, on forme un petit groupe de reconstructeurs pour réfléchir autour de ces techniques. Voilà. Bonjour, moi je suis Philippe Tribonneau et je suis donc, on est associés, on travaille donc, comme Françoise vous a dit, en cancérologie et reconstruction mammaire à Pessac à côté de Bordeaux. Voilà, et on va essayer de vous donner un catalogue un peu exhaustif de toutes les solutions qu'on peut avoir pour la reconstruction mammaire. Au sujet de la présentation, on va la séparer en 4 grands chapitres. Toutes les généralités concernant ce que vous pouvez vous poser comme question concernant la reconstruction mammaire. Puis, on va rentrer dans les techniques. Il y aura un chapitre sur les prothèses, un chapitre sur les lambeaux abdominaux et notamment le DIEP qui est le plus fréquent des lambeaux de microchirurgie. Ensuite, on vous parlera du lambeau dorsal qui a beaucoup évolué. Et enfin, du lipomodelage qu'on propose vraiment très, très facilement maintenant. Donc, première généralité, il faut bien avoir conscience que la reconstruction mammaire n'est pas obligatoire. C'est vraiment un temps autre que le traitement de votre cancer. C'est un acte qui peut se faire en même temps que la mastectomie ou après, mais surtout qui ne va pas altérer l'évolution de la maladie et qui est complètement indépendante de l'évolution de la maladie. D'accord ? On a mis la patiente doit être prête parce que, notamment en reconstruction mammaire immédiate, on vous informe de beaucoup de choses, c'est-à-dire que vous devez vous imprégner de l'information concernant la maladie, plus ensuite de l'information de la reconstruction mammaire. Et pour cela, on pense qu'une consultation dédiée complètement à la reconstruction est nécessaire. Donc, l'alternative à une reconstruction, c'est le port d'une prothèse mammaire externe, comme on le voit ici, qui de toute façon vous sera prescrite si on ne peut pas faire de reconstruction mammaire immédiate. Elle est adhérente au thorax et sera prescrite. Elle vous permettra peut-être de réfléchir. Quand on fait une reconstruction mammaire, on a plusieurs buts. Le premier, c'est de restaurer un volume mammaire. Et quand on aura obtenu ce volume mammaire, on pourra symétriser l'autre sein, parce que c'est quand même très rare d'obtenir d'emblée le bon volume adapté à l'autre sein. Donc, il faudra parfois plusieurs interventions pour obtenir le volume mammaire, comme on le verra par la suite dans les différentes techniques. Une fois qu'on aura obtenu ce volume, on augmentera le sein contralatéral, ou on le diminuera, ou on fera une cure de ptose, parce que le sein descend. La ptose, c'est un sein qui descend. Quand on aura obtenu une symétrie entre les deux volumes mammaires, on vous fera faire l'aréole et le mamelon pour qu'ils soient tous les deux en bonne place. Une reconstruction mammaire, évidemment, ça doit se faire avec un minimum d'inconvénients. Donc, on doit vous présenter les inconvénients qui incombent aux différentes interventions. Et surtout, ça ne modifie pas le traitement de la maladie. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'une chimiothérapie
on fera la chimiothérapie. Si vous avez besoin d'une radiothérapie sur la reconstruction, on fera le traitement. Il est hors de question de vous mettre en danger par rapport à cette reconstruction. Plusieurs interventions, c'est nécessaire et c'est différent de la chirurgie esthétique. On n'a pas au premier temps, on n'a pas forcément le meilleur des résultats. Ici, on vous a pris un cas qui pourrait être un DIEP, d'accord? Donc, une reconstruction avec un lambeau abdominal. On voit que l'on part d'un thorax qui est plat. La première intervention, on a un volume qui n'est pas symétrique et qui n'est pas satisfaisant. La troisième intervention, on répare et on remonte le sein contralatéral et on affine le sein qui a été fait par le DIEP, notamment en incluant de la graisse. Le résultat au bout de 4 interventions, c'est celui-là. Mais il faut passer par toutes ces étapes avant qui ne sont pas forcément faciles à supporter. C'est pour ça qu'on dit que c'est différent de la chirurgie esthétique, parce que la chirurgie esthétique, tout de suite, on va vous proposer un joli résultat en un temps, parfois. Voilà. On peut faire des reconstructions mammaires secondaires, RM2, ou immédiates, RM1. Ça veut dire que quand on fait une reconstruction immédiate, les photos se lisent dans ce sens-là, on va enlever ce sein gauche et on va tout de suite remettre un volume qui, en l'occurrence, provient du ventre dans ce cas-là, pour refaire le volume, un volume important du sein. Ça, on fait mastectomie et on remplace par le volume de la reconstruction. Quand parfois on n'a pas pu proposer des reconstructions mammaires immédiates pour des raisons de maladies carcinologiques, etc., on fait d'abord la mastectomie. Donc vous vous retrouvez avec un thorax plat. On fait souvent des radiothérapies de parois qui dévascularisent un peu la peau et qui nous imposent d'attendre un certain temps avant de proposer la reconstruction mammaire secondaire. Les contraintes que l'on a, c'est la radiothérapie, je viens de vous en parler, parce que ces champs de radiothérapie vont faire rougir la peau comme une petite brûlure, donc on ne peut pas tout de suite mettre de la graisse, tout de suite mettre une prothèse, etc. On a une contrainte qui vous est personnelle, c'est le tabac, parce que le tabac, c'est un ennemi de la vascularisation de la peau, et on vous demandera toujours d'arrêter de fumer, on va vous aider pour ça. La morphologie de la cicatrice de mastectomie sera aussi une contrainte, parce que soit elle sera haute, comme cette patiente, soit elle sera un peu en travers et un peu avec des plis. Et puis, la morphologie de la patiente est aussi une contrainte parce qu'on ne fera pas la même reconstruction chez une patiente très mince avec un petit volume mammaire qu'avec une patiente plutôt ronde avec un gros volume mammaire à reconstruire. Mais tout ça, ça se discute. Contrainte de traitement, comme je vous l'ai dit, on ne doit pas modifier les traitements adjuvants. Cette patiente a eu une reconstruction mammaire immédiate. Il a fallu faire des champs d'irradiation sur les aires ganglionnaires. On l'a faite et à la fin, elle a été… c'est pas la même, non. Et là, c'est une autre patiente pour laquelle on a irradié la reconstruction. OK. Le délai à respecter après la mastectomie, c'est… On dit 1 an après la radiothérapie, mais si la peau a bien répondu, on peut réduire. Et c'est 6 mois après une mastectomie simple. Et puis le délai maximum, c'est infini, c'est-à-dire que même 10 ans après une mastectomie, 15 ans, on peut vous faire une reconstruction. La durée totale d'une reconstruction, c'est le temps qu'il existe entre le commencement de la reconstruction et la fin, où on a tatoué le mamelon et refait l'aréole. En général, c'est
6 mois à 1 an. Maintenant, avec les techniques de lipomodelage, ça peut être même un petit peu plus. Ça peut être 18 mois. Ça dépend de la technique qu'on choisit. Alors, d'autres exemples préopératoires. À 3 mois, on symétrise. À 6 mois, on a à peu près la symétrisation. On fait un prélèvement du mamelon contralatéral que l'on greffe sur le sein reconstruit, en sachant que ça n'altère pas trop la sensibilité de ce petit mamelon et que visuellement, c'est une des techniques quand même qui donne de bons résultats. Et puis 1 mois après, on fait le tatouage. Et ben, entre le pré-op et cette diapo, il y a 10 mois. Contrainte de surveillance, il faut bien savoir que les rechutes après mastectomie sont rares et elles sont d'autant plus rares après reconstruction, c'est pareil. Si elles sont superficielles sur la peau, elles sont accessibles à la palpation, à la mammo, à l'écho. Si elles sont profondes, on les dépistera, c'est-à-dire profondes, elles sont sous le muscle pectoral, elles seront dépistées à la mammo, l'écho ou l'IRM. C'est indépendant d'une reconstruction. Est-ce que vous avez déjà des questions concernant les généralités? Alors, pour l'instant, pas de questions sur les généralités. Je pense que tout le monde attend une description des différentes techniques proposées. Tu as? Allez. Donc, on va parler maintenant des techniques. Parce que vous comprenez que pour faire toutes ces reconstructions, il y a plusieurs solutions possibles. Et justement, c'est le but de la consultation. On discutera de toutes les solutions en général, mais surtout, pour un cas donné, des solutions s'annuleront et des solutions seront plus intéressantes en fonction de plein de paramètres qu'on va voir. Parce que ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que la reconstruction idéale pour laquelle il y aura un excellent résultat esthétique avec un aspect naturel, une reconstruction fiable dans le temps, avec des seins souples, sans aucun effet secondaire et une seule intervention, ça pourrait définir la reconstruction idéale, mais elle n'existe pas. Donc, ça veut dire qu'il va falloir jongler entre les différentes techniques. Chacune va avoir son lot d'avantages et d'inconvénients. Et c'est ensemble, en consultation, qu'on va définir la solution la plus adaptée au cas qui nous est présenté. Alors, quelles sont ces solutions? Si on prend le dessin du milieu, vous voyez une dame qui n'a plus de sein, on peut faire plusieurs possibilités. Donc, la première que vous connaissez tous, si on va sur la gauche, c'est de mettre une prothèse mammaire, simplement. On en parlera dans le détail après. L'autre solution possible, c'est d'utiliser un peu de la peau du dos avec en plus une prothèse, comme ici, dans ces 3 diapos, avec comme inconvénient supplémentaire une cicatrice dans le dos que vous voyez là, qui vient se rajouter, et un effet un petit peu ce qu'on appelle patchwork, parce qu'il y a un bout de tissu du dos qui est venu compléter le tissu, le tissu thoracique pour faire la reconstruction. Après, on peut aussi faire, parce que c'est un peu l'histoire, hein, ça a commencé comme ça, on a commencé par la prothèse, après on s'est dit, bon, une prothèse plus un lambeau, et puis après on s'est dit, tiens, si on ne mettait pas de prothèse, donc là, vous voyez à droite, c'est une technique sans prothèse, avec un lambeau dorsal, mais on ne va pas utiliser de prothèse. Et on arrive à obtenir des bons volumes. On détaillera plus tard. Le troisième, c'est un lambeau abdominal, c'est-à-dire qu'on va prendre la peau du ventre, ça peut s'appeler diep ou trame, et on l'amène pour faire un gros volume de sein avec un excès cutané abdominal qui permet d'avoir en un temps une reconstruction pareille, on va vous détailler ça, mais c'est une solution qui a comme rançon cicatricielle du ventre et essentiellement. Et le fin du fin, c'est le dernier, c'est la reconstruction par lipomodelage pur, c'est-à-dire qu'on va utiliser simplement des techniques de liposuction et on va réutiliser la graisse au lieu de la jeter pour en faire un sein. Mais là, on va être gêné par les problèmes de nombre d'interventions. Donc voilà un peu toutes les solutions dont on dispose. Donc, en fait, vous voyez donc comment ça s'est passé en
historiquement, on a commencé par mettre des prothèses, puis ensuite les prothèses avec lambeau dorsal. Et ensuite, on s'est dit, bah, si on pouvait éviter de mettre des prothèses, ça s'appelle les lambeaux pédiculés. Et puis après, il y a eu les lambeaux libres, c'est-à-dire qu'on a affiné encore les lambeaux. Puis après est apparu le lambeau dorsal, qui est un lambeau dont on parlera, et enfin le lipomodelage. Vous voyez qu'il y a eu une escalade des techniques, de la technicité et des techniques, et une diminution des effets secondaires. Ça a été un peu l'idée de toutes ces évolutions techniques. Nous, on a tout connu. Donc, si on commence, la plus célèbre, c'est la prothèse. Alors, j'aime bien introduire en disant que vraiment les prothèses, tout le monde sait qu'on peut faire un sein avec une prothèse, mais ça, en général, en consultation, on n'a pas besoin de le préciser, mais on peut aussi le faire sans prothèse. Et vraiment, il n'y a vraiment pas que la prothèse pour faire un sein. Donc, si on met une prothèse, vous voyez que qu'est-ce que c'est qu'une prothèse? Voilà 3 photos de prothèse. Vous voyez une prothèse en gel de silicone avec une paroi texturée, une prothèse qui contient ce qu'on appelle un expandeur, c'est-à-dire un petit réservoir qui va permettre de distendre la paroi thoracique pour positionner ensuite un sein ou un lambeau ou une autre solution. Et là, une prothèse en sérum physiologique qu'on ne pose plus, mais qui était l'inverse de ces prothèses. Ces prothèses, elles sont pré-remplies. Le gel de silicone, il a la forme et la structure d'un sein, alors que là, c'est simplement une poche remplie d'eau, parce qu'à un moment, celle-là était interdite pendant un moment et on a dû s'adapter. On avait les prothèses avec de l'eau. Donc, pour être assez complet, on va vous parler de toutes les prothèses contiennent du silicone. L'enveloppe est toujours en silicone et le contenu est soit du gel de silicone, soit du sérum physiologique. Il y avait eu à un moment comment ça s'appelle, une controverse qui disait que les prothèses en silicone pouvaient être dangereuses pour l'organisme. Je vous le passe vite parce que ça n'a pas grand intérêt. Enfin, c'est fini. Les prothèses en gel de silicone avaient été retirées du marché en 1995 en raison, on avait peur que ça donne des maladies auto-immunes. En fait, ce n'est pas vrai. Sur le nombre de prothèses qui ont été posées dans le monde, c'est sûr que non. Et enfin, il y a un autre élément qui est apparu qui a inquiété, c'est que certaines prothèses macro-texturées qui ont été retirées du marché étaient responsables d'une maladie qui s'appelle le lymphome à grande cellule, qui est un cancer à lymphome très rare et qu'on retrouve avec les prothèses macro-texturées qui ont été retirées. Donc, maintenant, on est tranquille, mais on voulait évoquer ce chapitre parce que on est obligé de vous informer de ça. Vous en avez peut-être entendu parler. Donc, actuellement, les prothèses... J'ai juste une petite question parce que les prothèses macro-texturées, elles ont été retirées finalement relativement récemment. C'était il y a quelques années, si je me trompe pas. 2-3 ans. Oui, c'est ça. Alors, je pense que la plupart des femmes qui nous suivent n'ont pas encore été reconstruites, mais si jamais elles se posent la question de est-ce que j'ai eu ces prothèses ou pas, comment elles peuvent le savoir? Elles doivent regarder sur la petite carte. Elles sont contactées. Si elles ont eu des prothèses et qu'elles sont suivies, nous, on est au courant et on sait s'il y a eu des prothèses macro-texturées. On peut être amené à les enlever. Il ne faut pas non plus paniquer. C'est des cancers qui sont très rares. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est des cancers qu'on a diagnostiqués chez des gens qui portaient des prothèses, mais c'était vraiment très rare. Et donc, par contre, et les radiologues ont l'habitude, dès qu'il y a un doute, ils nous contactent et on enlève. En tous les cas, elles vont, avec leur petite carte, elles vont se renseigner et on leur dira tout de suite auprès de leur praticien ou du centre dans lequel elles ont été atteintes, on leur dira tout de suite si ce sont des macro-texturés ou non. Mais il faudrait vraiment qu'elle soit partie très loin après avoir posé la prothèse pour ne pas être suivie et qu'on ait. Mais dans une surveillance normale, il n'y a vraiment pas de problème. Donc, pas d'inquiétude avec particulière. Je vous laisse continuer. L'autre question, c'est doit-on changer une prothèse systématiquement? Tout le monde nous dit, tout le monde pense qu'on enlève une prothèse au bout de 10 ans. Non, on ne l'enlève pas au bout de 10 ans si elle va bien. En revanche, par expérience, il n'y a pas, je pense, nous, on a quand même beaucoup de recul maintenant parce qu'à cause du temps depuis lequel on fait de la reconstruction, je crois qu'il n'y a pas une seule patiente qui n'ait pas été un jour réopérée à cause de sa prothèse. Soit parce que
elle s'est rompue, mais ça, ce n'est pas le plus fréquent. Mais souvent, c'est des problèmes surtout esthétiques, c'est-à-dire la prothèse, elle est plus adaptée parce que la dame a pris du poids, a maigri, la prothèse est ce qu'on appelle fait une coque, et voilà. Mais en général, quand même, parce qu'on vend pas mal la technique de reconstruction par prothèse en disant bah, c'est une prothèse, on a tout de suite le volume, on n'est pas réopéré, c'est pas vrai. Il arrive souvent qu'on réopère une prothèse. Alors, ce n'est pas dans les 3 mois après, mais plusieurs années après. Moi, j'ai encore vu une dame que j'avais opérée il y a 15 ans et qui est venue se faire enlever sa prothèse parce qu'il y a une suspicion de rupture et en fait, elle n'était pas rompue, mais enfin, on a profité pour enlever la prothèse et faire autre chose. Mais en tout cas, voilà. Donc, c'est quoi les inconvénients des prothèses? Eh ben, c'est ce qu'on vous dit, 30% sont réopérés. Moi, je dirais que c'est 100% sont réopérés, mais pas pour les principales causes de problèmes, c'est des ruptures. Voilà. Avec les prothèses en gel de silicone, on a du mal à faire le diagnostic. Avec les prothèses en sérum physiologique, c'est évident, mais on n'en pose quasiment plus parce que la prothèse, c'est la patiente qui vous dit elle s'est dégonflée, le liquide est parti, elle le palpe elle-même. Quand c'est des prothèses en gel de silicone, le gel est cohésif. Donc, ça veut dire qu'il reste au sein de la prothèse. Donc, c'est sur des petits signes IRM, écho, on a un peu l'impression, ça fait des plis, on croit que la prothèse est rompue et dès qu'on croit, ben, on est obligé d'aller vérifier. Et quand on va vérifier, elle n'est pas toujours rompue, mais au moins on la change et puis c'est pas grave parce que ça permet de faire des petites retouches. Les vagues et les coques, ça c'est les vagues, c'est ce qu'on appelle les vagues, c'est qu'une prothèse souvent elle a des plis et on les voit sous la peau. Et donc, les gens sont quelquefois gênés et demandent à les faire disparaître. Et les coques, ça, c'est une surcicatrisation sur la prothèse avec une prothèse un peu figée sur le thorax et qui fait un vilain résultat esthétique. Le délai moyen sinon classique, c'est 10 ans. Et d'ailleurs, il y a des constructeurs qui la remplacent au bout de 10 ans. Je sais qu'il y a des labos qui acceptent de les rembourser pour 10 ans. Mais c'est surtout en esthétique, en reconstruction, on n'a pas de problème. Donc voilà ce que c'est. Par exemple, une dame qui avait eu une prothèse. Donc là, dans ce cas-là, on a mis un expandeur. Et un expandeur, ça veut dire qu'on met une prothèse qu'on gonfle progressivement avec de l'eau pour ensuite mettre une prothèse définitive une fois qu'on a obtenu le volume souhaité et qu'on a distendu la peau qui était recroquevillée sur le thorax. Donc, voilà. Et donc, quel est l'intérêt d'utiliser une prothèse par expandeur plutôt qu'une prothèse qui est remplie? Dans certains cas, quand la peau est un petit peu difficile, qu'on veut un peu gagner de l'expansion, qu'on veut… Patiente très mince. Là, on a une patiente très mince quand même, donc ça va être difficile d'expander. Il n'y a pas assez de peau pour tirer suffisamment pour placer la prothèse. C'est une bonne question que vous posez parce qu'en pratique, ça dépend des équipes. C'est pour ça qu'on ne veut pas être partisan d'une technique d'une autre parce qu'on fait un topo général, mais on l'utilise très peu. Nous, dans notre expérience, très peu. Il y a des gens qui l'utilisent systématiquement. On a des copains, des gens qui font comme nous, qui l'utilisent beaucoup. C'est des habitudes aussi de pratique. Moi, ce qui est un peu à la mode en ce moment, c'est par exemple de faire une mastectomie et de systématiquement mettre une petite prothèse ou un petit expandeur pour former une loge, finir les traitements et ensuite réfléchir sur ce qu'on va faire de la reconstruction. Parce que même si au départ on a un petit expandeur, on peut convertir avec une autre technique sans prothèse. Mais au moins ça permet dans l'immédiat d'avoir une reconstruction pas toujours parfaite, mais qui garde une loge. Ok, très bien. Ensuite, donc voilà une prothèse d'une dame qui a une prothèse simple. Donc, encore une fois, ce qu'on veut vous montrer, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution et de mauvaise solution. Il y a plein de solutions. Elles ont toutes leurs avantages et inconvénients. On peut avoir des très bons résultats avec toutes les techniques, des ennuis avec toutes les techniques et avec les conséquences que ça impose. Donc là, vous voyez une dame à qui on avait fait une reconstruction mammaire droite après ablation et on avait symétrisé le sein contralatéral pour avoir un résultat un peu plus symétrique. Sinon, voilà les étapes. Vous voyez que d'abord, on lui enlève le sein, on met une prothèse, on réduit. Là, donc on a enlevé le sein et on a mis une prothèse. C'est une reconstruction mammaire immédiate. Donc, premier temps, on met la prothèse.
Deuxième temps, on met un mamelon et on réduit le sein contralatéral. Et après, on met un tatouage sur la plaque aréolo-mamelonnaire pour avoir la forme la mieux possible. Le problème des prothèses, vous voyez, les prothèses, elles peuvent se modifier. Donc là, on passe un peu dans les inconvénients. Et on avait un moment pensé, les constructeurs avaient imaginé des prothèses anatomiques. Et elles avaient un avantage, c'est qu'elles avaient plus la forme d'un sein. Mais un inconvénient, c'est qu'elles pouvaient tourner sous la peau. Et vous voyez, cette prothèse qui devrait être dans l'autre sens et qui a fait une rotation de 180 degrés, et à ce moment-là, le résultat est moins bon. On l'a donc réopéré. Donc, on la réopère, on repositionne la prothèse pour redonner, et là, on a mis une prothèse ronde. Donc, en pratique, au départ, c'est les constructeurs s'étaient beaucoup intéressés aux prothèses anatomiques, et nous, on avait suivi. Mais en gros, je pense qu'avec des prothèses rondes, maintenant, la plupart, enfin, nous, on met essentiellement des prothèses rondes quand on met des prothèses, parce que les prothèses anatomiques, on n'a pas cet inconvénient de rotation. La rotation, c'est quand même une intervention, ne serait-ce que pour remettre une prothèse dans le bon sens, c'est pas formidable. Je suis revenu en arrière. Les coques. Les coques, c'est l'ennui principal des prothèses qui existe surtout après soit un hématome, soit après radiothérapie et qui vont entraîner une forme figée de prothèse. C'est-à-dire que la prothèse, elle va donner un aspect un peu de plaqué au thorax. Alors, il y a plusieurs degrés. Il y a des degrés qui ne sont pas gênants. La prothèse est juste un peu figée. Et puis, il y en a où c'est vraiment comme la coque d'un œuf à la coque, en fait. Ça devient vraiment une gangue dans laquelle la prothèse est coincée. Et donc, c'est un inconfort. Ça peut aller jusqu'à entraîner des douleurs. Et ça nécessite une réintervention et puis trouver une autre solution et un changement. Les plis, c'est ce qu'on vous expliquait, dont je vous disais les vagues. Vous voyez, c'est surtout Vous voyez quand j'ai la petite flèche ou pas? Oui, on voit la flèche. Ouais. Alors la petite flèche, voilà les vagues. C'est ça, les plis qu'on voit sous la peau qui sont souvent à des endroits où le muscle est moins présent, où la prothèse est un peu trop petite ou trop grande. Et on peut le réparer soit en changeant de prothèse, soit en effectuant des séances de lipomodelage. Donc, tous ces ennuis ont des solutions. Et enfin, pourquoi on a mis ce… Parce que c'était un cas difficile, en fait, avec une peau qui n'était pas de bonne qualité. C'est une patiente qui avait une mastectomie bilatérale, avec une peau abîmée par la radiothérapie, plein de vergetures, etc. Et en fait, le fait de mettre du lipomodelage, c'est-à-dire d'injecter de la graisse sur la paroi, ici, a permis de mettre en place une prothèse qui est mieux camouflée. Mais on a fait une ou deux séances de lipomodelage sur cette paroi pour la rendre plus épaisse et plus acceptable pour tolérer une prothèse. Et on en a profité pour cacher ces plis qui se voient par du lipomodelage. Donc, à la fin, on a obtenu 2 seins reconstruits par prothèse avec des prothèses qui sont moins visibles et qui vont être mieux camouflées. Le but maintenant, c'est vraiment de mettre un maximum de graisse et le plus petit volume de prothèse. Pour répondre à votre question de tout à l'heure, vous voyez que là, par exemple, on voit bien que la peau, elle est assez figée. On sent qu'elle est stressée. On a l'impression que c'est vraiment un peu rigide. Et donc, c'est là qu'on aura du mal à mettre une prothèse du premier coup. Et c'est là que, par exemple, un expandeur peut se poser. Vous voyez, quand vous nous demandiez, là, c'est un cas atypique. C'est pour ça que je me permets de prendre la parole. Et en fait, on peut mettre un expandeur. Donc, on va faire une distension douce de la peau pour permettre de gagner d'expansion. Et après, ça pourrait être une solution, par exemple. Il faut bien comprendre que pour chaque solution, on a une dizaine de réponses et qu'après… À l'inverse, on peut recevoir des gens qui ont une prothèse mise en place, mal tolérée, parce que ces prothèses, elles peuvent se mettre sur le pectoral ou sous le pectoral. C'est un muscle. C'est le muscle, vous savez, qui est comme ça et qui permet de camoufler et de protéger la prothèse sous le muscle et la peau.
Mais en fait, cette jeune femme, on l'a reçue parce qu'elle avait des douleurs. Elle avait eu une prothèse posée, bon, qui n'était pas du tout conforme à l'autre sein. Et on a décidé de l'enlever et de convertir sa reconstruction en ne mettant que de la graisse. Donc, elle n'avait pas un gros sein, mais on a obtenu un volume en 4 lipomodelages. Donc, c'est contraignant. C'est 4 interventions à 4 mois d'intervalle, mais en ambulatoire. Mais le résultat est quand même plus naturel et a occasionné moins de douleurs. Donc, vous voyez, pour ce cas, par exemple, une dame qui voulait une reconstruction et qui l'avait prise pour sa simplicité et qui avait opté pour la prothèse pour la simplicité et éviter le maximum d'intervention, eh ben, elle a fait une intervention avec prothèse et en fait, on a dû la rattraper après avec. Alors, ce n'est pas pour comment dire, démolir les prothèses, mais c'est pour dire simplement que eh ben, oui, on peut, avec toutes les techniques, avoir des… Un autre cas clinique avec un expandeur. Donc voilà, pour parler des expandeurs, on ne peut pas mettre des expandeurs très très gros. Donc on a un résultat après un expandeur qui n'est pas conforme au volume que l'on veut obtenir. On va le gonfler progressivement pour le remplacer par de la graisse ici, mais on aurait très bien pu le remplacer par une prothèse aussi camouflée par de la graisse. D'accord. Là, pareil, on a choisi. Donc, si je comprends bien, l'expandeur, c'est pour des volumes de poitrine assez faibles. Ah, quand même. Ah, d'accord, on arrive à atteindre des… Ça peut être… En fait, ce qui est important dans un sein, plus que le volume, c'est la largeur du sein. D'accord. Donc, quand on a un sein large, parfois, c'est difficile à faire et difficile à réduire. On ne peut pas faire un sein tout petit, bonnet B, avec un sein comme ça. Donc, avec la réduction, on sait déjà que la base, elle va rester large. Et donc, il faudra mettre… mais on peut mettre une prothèse sous ces plusieurs lipomodelages. Tout ça, c'est en discussion avec les patients et c'est un partenariat. Alors, on a quelques remarques sur le nombre d'interventions parce qu'il y a Laetitia notamment qui nous dit retourner dans un système de soins quand on en est sorti, c'est toujours un peu compliqué. Tout à fait. Ça aussi, ça fait partie de la réflexion, c'est qu'il faut se dire que ça va probablement nécessiter plus d'une opération. Ça, il faut le garder en tête. Il faut se mettre dans la tête que la reconstruction en une fois, c'est très rare. D'accord. Voilà. Il y aura forcément une retouche sur le sein contralatéral, forcément une retouche sur le volume. Et on essaye de trouver des techniques avec les patientes qui sont le moins répétitives et qui sont tolérables pour les patientes qui n'ont peut-être pas envie de se faire réopérer plusieurs fois. C'est ce qu'il faut cerner et ce qui est difficile à cerner d'emblée. Quand on annonce la maladie, la patiente a déjà tout le poids de ce que vont être les traitements. Et donc, dans ces cas-là, on a du mal à réfléchir sur ce que sera la reconstruction future. Et pour répondre à votre patiente aussi, il y a, comme elle dit, effectivement, le fait de retourner dans le circuit des médecins, etc. Il y en a qui ont besoin, parce que nous, par exemple, on opère à 2 endroits différents. Il y a une clinique où on fait beaucoup de cancérologie et une clinique où on fait moins de cancérologie. Et il y en a qui veulent, une fois le cancer terminé, changer de clinique pour aller faire dans un autre endroit qui ne leur rappelle pas la maladie pour faire leur reconstruction. Et ça, c'est vrai que c'est tout à fait d'accord avec la dame qui évoquait ça. Dernière chose, on peut convertir les prothèses, nous on aime bien convertir les prothèses, par des dorsaux partiels avec des lipomodelages. Cette dame, on vous montrera après la technique. Donc, sur cette partie de prothèse, est-ce que vous avez des questions? Alors, je regarde des questions. Non, là, j'ai des questions qu'on posera à la fin parce que ça va regrouper l'ensemble des techniques, donc je vous laisse avancer sur… Donc, on avance. La prothèse, c'est la technique, j'allais dire, la moins sophistiquée parce qu'on pose une prothèse, on donne le volume, on donne déjà un important volume, mais on n'a pas trop de techniques difficiles. La plus sophistiquée des techniques, c'est la microchirurgie. On en parle beaucoup en ce moment et notamment on parle des lambeaux abdominaux qui sont des DIEP. L'ancêtre du DIEP, c'est le tram. On a pratiqué beaucoup de tram. C'est un lambeau pédiculé
chez des gens qui ont une indication de plastie abdominale. Parce que quelqu'un qui n'a pas d'indication, qui n'a pas d'excès cutanéo-graisseux sous l'ombilic, ben, pour moi, il n'a pas d'indication ni de DIEP. Voilà. Il faut qu'on apporte du volume et cet excès de volume va former un sein. Donc, pour vous expliquer, le volume de la plastie abdominale que l'on va faire va se concrétiser par une grande cicatrice qui va au-dessus du pubis et entre les deux crêtes iliaques. Cette cicatrice, elle est parfois longue. Il y a une cicatrice autour de l'ombilic parce qu'en fait, on va abaisser la peau. Toute cette peau va être abaissée et on va ressortir l'ombilic pour qu'il soit visible. D'accord ? Et puis, ce volume-là, il va être basculé pour que l'on refasse le volume du sein. Donc, si on fait un tram, la vascularisation de ce que l'on va déplacer va dépendre de ce muscle du grand droit abdominal qui va basculer. Et si on garde le muscle grand droit abdominal, on va faire un DIEP et on va avoir besoin de faire une microchirurgie sur une toute petite artère que l'on repère avant par angioscanner. Et donc, ça s'adresse à des femmes qui ne sont pas hypertendues, qui ont une bonne qualité d'artère. Et cette toute petite artère qui a 2 mm de diamètre va être suturée sur un autre vaisseau, parfois derrière une côte ici, parfois en axillaire, pour que ce que l'on déplace soit vascularisé. C'est là la fragilité de ces lambeaux qui, s'ils sont mal vascularisés, ne vont pas vivre. Donc, vont nécroser, ils vont devenir tout noirs et le DIEP peut partir à la poubelle. Ou on peut être réopéré en urgence parce que cette petite anastomose s'est bouchée. Donc, on vous a opéré pendant entre 3 et 5 heures parce que ce sont des interventions longues. Et si tout s'est très bien passé, OK. Si dans à peu près, je ne sais pas, peut-être 20%, et ça dépend vraiment des équipes, ce petit vaisseau se bouche, il faut vous réopérer en urgence pour remettre en circulation le vaisseau pour que votre lambeau continue à vivre. Alors, il y a Sylvie qui nous fait la réflexion très juste que c'est pas très rassurant ces histoires de nécrose. C'est pas très rassurant. C'est une intervention qui est plus délicate. Mais quand on injecte de la graisse, quand on pose une prothèse, il y a d'autres soucis. Quand on pose une prothèse, une trop grosse prothèse sous une peau irradiée, la prothèse, elle peut apparaître. Ça peut faire un trou et il faut convertir en lambeaux. Si on fait un DIEP, vous voyez, la qualité de l'anastomose, c'est ça. C'est lui avec des loupes. Tout avec des loupes, tout repose sur cette anastomose. Anastomose, ça veut dire… Ça veut dire, oui, resuturer, recoudre en fait les deux artères et la veine. Voilà. Pour rétablir la circulation. Donc, les complications dont vous parliez en raison d'une mauvaise une mauvaise suture. Ça arrive souvent ou Ça dépend des équipes. D'accord. Si vous allez voir une équipe qui est hyper rodée, parfois, mais bon, mais ça reste une intervention lourde. C'est un temps long d'intervention avec des risques de nécrose. Et quand la nécrose existe, elle est plus facilement totale. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir une indication de plastie abdominale pour se dire que si je perds le sein en haut reconstruit, j'ai au moins l'intérêt de faire une plastie abdominale. On trouve que c'est lourd. Voilà. L'intérêt quand même d'avoir un lambeau vascularisé comme ça, c'est d'avoir une sensibilité. C'est ça qu'on n'a pas forcément avec la prothèse. Pas forcément. Non, la sensibilité n'est pas forcément présente.
On la récupère avec les lambeaux progressivement au fil du temps, mais ce n'est pas une assurance d'avoir voilà, une sensibilité. D'accord. Mais les résultats peuvent être bluffants parce qu'en fait, on a tout de suite un gros volume et d'emblée. Voilà. Et j'imagine pareil que sur une femme très mince ne peut pas bénéficier de cette technique. Voilà. Il faut avoir une indication de plastie abdominale. Voilà. Parce qu'il y a quand même une très grosse, vous voyez, cette patiente, elle l'a eu en secondaire, il y a quand même une très grande, et c'était un tram, elle a quand même une très grande cicatrice. Parfois, ça améliore le ventre, comme cette patiente qui avait une vilaine cicatrice de césarienne. Et on a réussi à lui faire un sein de ce côté avec une vraie indication. Les deux seins, on lui a fait ça. Non. Alors ça, c'est bien de vous anticiper ma question. Le fait d'avoir une césarienne, ce n'est pas du tout une contre-indication. Ce n'est pas une contre-indication, mais ça nous oblige à prendre que la moitié du lambeau. Okay. Et pour le DIEP, il faut vraiment vérifier qu'il y ait des perforantes. On va passer au lambeau. Alors, juste pour finir avec la microchirurgie, certains proposent d'autres lambeaux de microchirurgie. C'est toujours le même principe, c'est-à-dire qu'il faut faire une suture d'artères et de veines. Et on peut faire des gracilis. On va vous proposer la face interne de la cuisse, la fesse. Bon, ça reste, c'est vraiment à discuter dans des équipes hyper spécialisées. Il faut accepter d'avoir une cicatrice en plus. Voilà, mais il faut que cette cicatrice, elle vous rende service. Il ne faut pas se créer des cicatrices disgracieuses là où on n'en a pas besoin. Et ça reste, toute la microchirurgie reste une chirurgie fragile. Il y a Sandy qui pose une question très précise. Est-ce qu'il y a un poids minimum pour bénéficier de cette technique? Apparemment, on lui aurait dit que 50 kg ne serait pas suffisant si on pèse 50 kg. Ça dépend de… En fait, il faut qu'il y ait du volume pour refaire un sein. Si elle pèse 50 kg et qu'elle mesure 1,58 m ou 60, la décision, elle est quand même très mince. Donc, la reconstruction chez les patientes très minces, ça pose un problème de volume. Est-ce qu'elle a… Alors, il y a des patientes très minces qui ont quand même des zones à liposucer. Et donc, on peut se servir de l'intérêt de la libérer d'une culotte de cheval pour réinjecter de la graisse. Maintenant, faire une microchirurgie chez quelqu'un de très mince, j'avoue que c'est un peu aléatoire. Oui, très bien. On va passer au chapitre des lambeaux dorsaux qui ont beaucoup évolué. Alors, lambeau dorsal, donc c'est on a pris les prothèses, on a pris le ventre et maintenant on va prendre le dos. Alors, c'est une technique qui est très utilisée depuis longtemps et donc on a plusieurs façons de prendre un lambeau, c'est une partie de peau et une partie de muscle et de peau qui vient de n'importe où et qu'on va déplacer. Alors, le lambeau peut être libre ou pédiculé. Libre, c'est comme on vous a dit, comme le DIEP, on peut le poser sur la table et il faut une suture. Et le lambeau pédiculé, c'est un lambeau qu'on va juste laisser attacher par son artère et par son muscle et qu'on va déplacer. Donc là, c'est le lambeau dorsal. Vous voyez les différentes possibilités de prise de lambeau qui peut être horizontale, verticale, etc. Ça, c'est des vieilles photos où on voyait une dame qui avait un sein, une cicatrice. Là, vous voyez, il y avait des rayons. Elle a eu des séquelles de radiothérapie. Donc, l'idée, c'était de prendre de la peau du dos qui est ici, qui vient du dos. Là, voilà la cicatrice en rançon, et qui était grande et qui allait jusqu'aux vertèbres. Et après, on avait l'avantage d'avoir un volume qui était apporté, qui permettait de combler le déficit de souplesse qu'il y a avec la radiothérapie, qui donne une peau un peu plus difficile à distendre. Et donc, on amenait le lambeau et on mettait une prothèse et vous voyez qu'on arrive à obtenir des résultats à peu près symétriques avec au prix d'un lambeau et d'une prothèse. Donc ça, c'est les vieilles, c'est des solutions qui sont assez anciennes maintenant et qu'on fait beaucoup moins
on fait beaucoup moins. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit, bah, pourquoi pas mettre du dos, mais plus mettre de prothèse. Et là, tout ça, c'est des photos des patientes qu'on a opérées. En préopératoire, vous voyez, la dame, elle a un sein avec une biopsie, etc. C'est ce côté-là qu'on va opérer. Et on lui prend une grande cicatrice du dos que vous voyez ici, et on va lui mettre ici, on va basculer le dos qui va devenir un sein devant sans prothèse. Donc là, on devient un peu plus fin dans la chirurgie, c'est-à-dire qu'on va pas faire, on va faire un lambeau, mais ce lambeau, on va le modeler, on va lui essayer de lui donner une forme de sein sans s'aider d'une prothèse. Donc, si je vois l'évolution qui s'est passée, donc on a élaboré un peu les lambeaux. Avant, on prenait une grosse palette avec une grande cicatrice. Ça, c'était le lambeau et on rajoutait une prothèse. Ça, c'est historique, c'est la première des interventions. C'est comme ça qu'il faut la comprendre. Après, on s'est dit, on va se passer d'une prothèse. Donc, on va prendre un gros lambeau en forme de croissant de lune à concavité supérieure pour pouvoir modeler un sein. Et puis, l'évolution à laquelle on est passé maintenant, c'est on s'est dit d'accord, mais ça c'est très bien, mais là on va quand même abîmer un dos, on va faire une grande cicatrice, et est-ce qu'on ne pourrait pas prendre qu'une partie du muscle, c'est ce que vous voyez en noir, et une partie de la peau beaucoup moins importante pour faire des cicatrices moins grandes, et à ce moment-là, les faire passer devant pour diminuer les effets secondaires, les cicatrices et les inconvénients, en fait tous les inconvénients, en ayant un résultat équivalent, même mieux, puisqu'on va éviter la prothèse. Donc ça, c'est très important ce dessin pour nous, parce que c'est vraiment l'évolution de ce qu'on a fait pendant 30 ans, pendant 20 ans. Et puis, on est vraiment passé de choses compliquées à des choses moins compliquées, avec moins d'effets secondaires et avec les mêmes résultats, même des meilleurs résultats, grâce à l'apparition du lipomodelage qui va venir compléter toutes ces solutions, on le verra. Donc voilà par exemple l'évolution des cicatrices. Donc vous avez une grande cicatrice, c'est ce que je vous montrais là, pour les anciennes techniques. Là, on commençait à réduire nos cicatrices et là, on ne voit plus de cicatrices dans le dos parce que la cicatrice, elle va être quasiment dans le creux axillaire. Elle est là, pardon. Vous voyez, je me trompe de côté. Et on a tendance de plus en plus à diminuer et à moins abîmer les dos. L'histoire d'une dame, en fait, pour vous expliquer qu'en fait, quand on fait des petits lambeaux de dos, forcément, on a moins de volume au début. Donc, il y a une partie du temps, en fait, où vous allez être asymétrique. On va mettre une petite prothèse externe pour compléter le volume, mais en fait, on va faire gonfler notre sein avec le petit lambeau par des séances de lipomodelage. Le résultat, c'est l'obtention d'un sein qui est très naturel, souple, sans l'aspect réductant de la prothèse, mais au prix de en général, 3 interventions après le lambeau dorsal. Alors justement, on a des questions sur la durée de ces reconstructions par lambeau. Ça prend combien de temps au total? Alors, ça prend la moyenne. Maintenant, on fait un lipomodelage le même jour que l'on prend le lambeau dorsal partiel, puis une seconde intervention 4 mois après qui réduit le sein contralatéral et qui refait une première lipo. Donc, on en est à 2 interventions à 4 mois. Et une troisième liposuction 4 mois après. Donc, on arrive à reconstruire quelqu'un à peu près en 9 mois. Et si jamais il faut encore une lipo, entre 9 mois et 1 an. Mais en 3 interventions, ce que je trouve intéressant dans cette technique, c'est qu'en 3 interventions, on obtient quand même un volume de sein qui est important. Alors, on fait toujours un peu le même volume, hein. On fait des bonnets C. Après, si on veut faire des volumes plus importants, il faut multiplier les lipomodelages.
C'est possible, mais ça veut dire que la patiente revient en ambulatoire pour une intervention qui est assez facile en fait. Cette patiente est en secondaire, donc elle a été opérée. À l'époque, on ne faisait pas de lipomodelage en même temps que les dorsaux, donc elle aurait pu avoir un volume un petit peu plus gros. Elle a bénéficié de deux lipos, puis de lipomodelage, pardon, et d'un troisième lipomodelage pour avoir un volume qui est quand même conséquent. Hein. C'est pas un... Et elle a été reconstruite à peu près en 1 an. D'accord. Donc le lipomodelage, c'est en ambulatoire et c'est Oui. une intervention qui Ça, est... c'est un bilatéral, on va passer. On peut faire effectivement des dorsaux bilatéraux partiels avec des lipomodelages. Bon, là, on va passer aussi parce que c'est un peu impressionnant. Ça, c'est un dorsal bilatéral. Mais voilà, c'est ce qu'on vous disait, c'est 2 à 3 interventions en immédiat. Là, on a fait des progrès. On a supprimé une intervention parce qu'on lipomodèle. Donc, je dirais plutôt 1 à 2 interventions en immédiat et 2 à 3 interventions en secondaire. La première intervention pour le dorsal partiel, on a mis 4-5 jours, ça peut se réduire, mais il faut effectivement avoir des redons. Il y a une petite gêne fonctionnelle et des sérums qui peuvent être ponctionnés. Ça, on n'a pas réussi à diminuer le risque de d'épanchement dans le dos. Donc, il peut y avoir des ponctions, ce n'est pas très douloureux. Mais surtout, j'insisterai sur la gêne fonctionnelle pour dire que dès le lendemain de l'intervention, les patientes, elles lèvent le bras, même si ce qu'elles ne faisaient pas avec un dorsal complet. D'accord. Dernière chose, le lipomodelage, ça a été vraiment l'intervention qui nous a changé la vie parce que c'est du recyclage, donc c'est super. On va faire des liposuctions, centrifuger, jeter l'huile, jeter le sang et réinjecter que la graisse. Donc, on peut lipomodeler des prothèses pour les rendre plus jolies. Alors, bon, ça, c'est quand on voit la patiente en premier, on fait, par exemple, cette patiente voulait une reconstruction par lipomodelage seul. Donc là, on part sur beaucoup d'interventions. On fait le bilan des zones que l'on peut prélever, le ventre, les cuisses, face interne de cuisse, genoux, face postérieure de cuisse. Et donc, on établit un schéma pour savoir quel est le potentiel que l'on peut avoir. Après 5 séances et une réduction, elle n'a que de la graisse. Aucune autre cicatrice de lambeau. Donc, c'est quand même vachement bien. Et par contre, il faut accepter la lenteur des choses. C'est une greffe. Donc, quand on réinjecte la graisse, comme c'est une greffe, on ne peut pas en faire trop souvent. Il faut un délai. Il faut respecter le délai d'implantation des adipocytes. Donc, il y a quel délai entre chaque séance de 4 mois. lipomodelage? On peut le réduire parfois à 3 mois, mais c'est 4 mois. 5 lipomodelages, ça fait 5 fois 4 mois, ça fait 20 mois. Voilà une patiente, elle a eu voilà, une réduction contralatérale. On obtient. Alors, il y a des peaux qui tolèrent mieux la graisse que d'autres. Quand on a eu une radiothérapie, la peau accepte moins bien la graisse. Quand on est mince, vous voyez, cette patiente, elle était mince. On a quand même trouvé des zones à liposucer, mais c'est plus difficile. Mais on voit très bien monter le monticule de graisse. Dernière chose, ah oui, on fait des seins qui sont ronds et peu ptosés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des grosses et surtout peu projetés voilà. Plus que ptosés. C'est-à-dire qu'ils vont peu en avant. Vous comprenez que comme on n'a pas utilisé de prothèse, la projection, c'est la distance vers l'avant, en fait. Un sein projeté, ça va vers l'avant. S'il n'est pas projeté, avec les lipomodelages, on est un petit peu moins bon pour projeter le sein parce qu'on met de la graisse et on a envie qu'il aille en avant, mais quelquefois, il est un peu plus plat. Mais en fait, en pratique, c'est une plainte qu'on a de temps en temps, mais qui n'est pas souvent parce que c'est tellement comment dire, simple. Le seul problème, c'est le nombre d'interventions.
Premier problème. Et le deuxième problème, c'est qu'à la fin de la première intervention, vous voyez, cette photo est parlante, il ne se passe quasiment rien. Donc, il faut bien prévenir les gens de dire que la première séance de lipomodelage, je vous rappelle que les gens viennent pour une reconstruction, et à la fin de la première séance, on n'a quasiment rien, on a un petit tapis minable, et on se dit oulala. Et même nous, quand on commençait, on se disait oulala, parce qu'en fait, il faut bien comprendre que le lipomodelage, il a d'abord été utilisé pour boucher les petites déformations du sein. Et nous, on a avancé petites déformations, grosses déformations, reconstruction en complément d'une autre technique, et puis reconstruction totale. On est maintenant à la reconstruction totale. Alors, c'est vraiment une solution super, mais il y a bien sûr, comme toute reconstruction, une contrepartie, c'est le nombre d'interventions qu'il va falloir. On a souvent des programmes qui sont interrompus. Par exemple, là, on était en train de revoir ça. On a 2 patientes qui, par exemple, ont été enceintes dans l'intervalle. Donc, elles ont repoussé. Il a fallu attendre la fin de la grossesse pour… Là, il y a une patiente que j'avais programmée qui est enceinte, qui n'a pas pu faire son temps de reconstruction, son 2e ou 3e temps. Voilà. Donc, ça demande quand même un peu de temps devant soi, mais ce n'est pas grave. On peut très bien le faire. Quand on dit 3 mois, c'est 3 mois minimum. Si on veut la faire… 5 ans après, la deuxième, on peut la faire 5 ans après. Je veux dire, s'il y a un événement important ou un an pour lequel on ne peut pas, voilà. On peut le faire aussi de façon bilatérale. Vous voyez, chez cette patiente, c'est des patientes qui nous ont un peu… C'est une patiente qui avait été opérée plein de fois et qui avait tout essayé pour essayer d'avoir une forme mammaire et qui n'avait rien marché. Et on avait essayé un peu en désespoir de cause un lipomodelage parce qu'elle était très mince. Et on lui avait dit, oui, peut-être, mais ça ne va pas être formidable. Et en fait, avec 2 séances de lipomodelage, on obtient ce qu'elle voulait. Au départ, elle venait pour la douleur et la gêne parce qu'elle voyait ses côtes, elle ne voulait plus voir ses côtes. Et puis en fait, petit à petit, on arrive à monter un sein, c'est ça, monter un sein. C'est comme, il commence petit à petit à prendre sa forme et on arrive à faire des volumes de sein qui sont satisfaisants, voire très satisfaisants. Alors, ce qui peut nous aider, c'est la kinésithérapie. La kiné pour préparer la peau qui va recevoir la graisse, mais aussi pour préparer les zones de liposuction pour qu'il y ait un petit peu moins d'hématomes, etc. Et donc, il y a souvent une préparation kiné un mois avant l'intervention. Et bizarrement, il y a quelques patientes qui résistent un petit peu, où on est un petit peu déçu, où on a l'impression qu'ils craquent parce qu'elles en ont assez. C'est pas c'est un mélange de j'en ai assez et ça va pas assez vite et que faut être patiente. Voilà. Donc ça c'est ça. Donc c'est vraiment l'avantage, c'est que c'est une technique simple, stable après plusieurs séances, mais il faut aller jusqu'à plusieurs séances parce qu'il faut savoir qu'à chaque étape, quand elle sort du bloc, le sein on fait des seins un peu gros. Quand on arrive à la fin, le sein est beaucoup plus gros à la sortie de la clinique après la dernière liposuction et on perd 30%. On perd du volume et il réduit et il prend sa forme que 3 à 4 mois après. Donc voilà, c'est ajustable, reproductible et voilà. On a une question justement autour de cette perte de volume. Il y a Céline qui demande si la graisse ne bouge pas, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'on a un peu cette idée en tête que la graisse chez la femme, on la stocke ou pas en fonction des hormones, etc. Est-ce que la graisse qu'on injecte dans le sein, elle est soumise à… Elle vit comme le reste, elle vit comme la graisse où elle était avant. C'est-à-dire que c'est une greffe, c'est-à-dire que nous, ce qui est intéressant, quand on réopère un sein qui a eu un lipomodelage et qu'on l'ouvre, on a l'impression d'avoir un vrai sein, parce qu'un sein, quand vous ouvrez, c'est de la graisse. Mais c'est vraiment de la graisse et elle vit comme la graisse. D'accord. Si la dame, et c'est un des avantages si on compare à la prothèse, si une dame vient et fait 60 kg et qu'elle vient et qu'elle a une prothèse et que 10 ans après, elle fait 80 kg, elle a pris 20 kg, la prothèse va devenir asymétrique puisque la prothèse ne va pas prendre. Alors que si vous avez fait une reconstruction avec un lipomodelage, le lipomodelage, il va grossir comme le reste. D'accord. Donc, il va permettre, la patiente, ça va rester symétrique. Et on aura, alors, quelquefois, ça peut aussi un peu s'affaisser, mais pas tant que ça. Et donc, en fait, elle est vivante. Et donc, elle garde sa graisse. La graisse, une fois qu'on a atteint l'arrivée, comme là, vas-y, fais-le avec la flèche. Une fois qu'on a atteint la bonne, qu'on a fini. En gros, c'est stable.
Cette patiente, je l'ai même réopérée parce qu'elle avait un petit nodule ici. En fait, c'était une cytostatonécrose de la graisse. Et ben, quand je l'ai réopérée, j'ai eu l'impression d'être dans du sein, dans un organe comme un sein. C'est Donc, que bluffant. ce soit perte ou prise de poids dans les deux sens. Quand on prend du poids, il faut faire attention où on injecte, parce que quand elle va prendre du poids, la graisse va prendre du poids. Et à l'inverse, si Et l'inverse, si elle perd 10 kilos, ben forcément, sa reconstruction va diminuer. D'accord, ok. Merci. Donc, il y a quand même toujours des inconvénients. Comme je vous disais, il n'y a pas de solution miracle. Il y a plusieurs solutions et à chaque fois, on discute avec les patients de la meilleure solution pour chacune. Plusieurs interventions, c'est un des inconvénients et c'est vrai que c'est un inconvénient. J'ai une patiente qui, pour les 2 seins, je lui ai fait 8 interventions. La moyenne, c'est 4-5. Mais la moyenne, c'est 4. Mais la dame, et en fait, on s'arrête un peu quand on veut. Quelquefois, nous, on aurait tendance à arrêter. Puis la patiente nous dit, allez, encore une petite injection parce que je sens qu'on peut améliorer un peu le décolleté. Et là, elle devient… C'est pas mal parce qu'on passe d'une reconstruction à de l'esthétique presque. Donc, c'est un petit peu utilisé en esthétique, mais pas tant que ça parce qu'ils ne peuvent pas faire plusieurs séances parce qu'elles ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale. Le risque d'échec sur radiothérapie, c'est vrai que c'est toujours la radiothérapie pour toutes les reconstructions, c'est un mauvais facteur de risque et c'est un facteur de risque dont on ne peut pas se priver parce qu'il aide à la guérison, contrairement au tabac qui est l'autre facteur de risque, mais celui-là, on peut l'arrêter. Le petit volume mammaire, c'est pas vrai, on arrive de temps en temps, ou même dans certains cas, à se surprendre nous-mêmes. On croyait, au départ, on faisait les petits seins, et puis on fait des seins moyens, et puis quelquefois, on arrive à faire des gros seins. Et puis, la projection modérée, c'est ce qu'on vous disait, c'est-à-dire le sein est peu porté vers l'avant, il est peu… vous voyez les seins qu'on voit dans les catalogues et qu'on voit dans c'est pas des seins de bimbo, c'est des seins un peu plus, peut-être un petit peu plus plats, mais c'est variable et c'est pas… les femmes sont souvent contentes d'avoir une reconstruction avec c'est surtout naturel. Donc, 4 interventions espacées de 4 mois, pas de nouvelles cicatrices, tout en ambulatoire, sauf s'il y a une zone, si à un moment on touche au sein contralatéral, parce qu'il faut faire une réduction, à ce moment-là, c'est une réduction, c'est un petit peu plus long, mais elles peuvent passer une nuit à la clinique, enfin de nuit la veille et le lendemain. Aucune gêne fonctionnelle et un arrêt de travail peu important. Surtout pour les zones liposucées, en fait. Mais quand même, on sort d'un hypomodelage. Je vous rappelle qu'il y a une hyposuction et quand on a pris pas mal d'endroits, c'est quand même, on a joué un match de rugby, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment des ecchymoses partout, quelquefois une perte sanguine qui est une suffusion de sang qui nécessite un complément en fer. Et quelquefois, il y a des patientes qui en gardent un mauvais souvenir parce que elles disent bah ouais, j'ai eu mal, c'était lourd. Et il peut y avoir enfin, pour être complètement transparent, complet, des zones, surtout chez les femmes minces. Quand on fait une liposuction chez les femmes minces, la canule, elle passe pas loin de la peau puisqu'il y a peu d'espace entre la peau et la graisse. Et quand on faut voir ce que c'est qu'une liposuction, ça se fait avec une aiguille de 4 mm. Donc, c'est une aiguille un peu c'est pas vraiment une aiguille, mais c'est un tube de 4 mm, comme un stylo, vous voyez. Et en fait, ce qui peut arriver, c'est que ça laisse une cicatrice, en fait, interne, qui donne une induration à un endroit où on l'a prélevé quand c'est un peu près de la peau. Donc ça, c'est un peu… induration, vous pouvez juste définir induration? Chez les gens minces. Chez les gens minces, notamment au niveau des membres, par exemple des cuisses. Et quelquefois, les gens disent ouais, c'est bien gentil. Nous, on ne le voit pas quand on peut ne pas le voir sur les photos, ça ne se voit pas beaucoup. Mais les patientes, elles vous disent oh là là, mais vous voyez, ça fait un petit creux là. Ça me fait un petit creux là, parce qu'on a pris la graisse là où il y en avait. Donc finalement, les contraintes sont plus liées à la liposuction qu'au lipofilling. Oui. On a des questions sur la mobilité. Est-ce qu'on peut, vous disiez qu'on pouvait bouger son bras après un lipofilling? Les lambeaux dorsaux? Non, là, pour l'instant, on est encore sur le lipofilling. On va revenir au lambeau et les contraintes du lambeau. Mais sur du lipofilling, on peut bouger son bras sans problème. Ah oui. Alors, il n'y a qu'une chose. Moi, j'ai une patiente qui est partie en randonnée 15 jours après avec un sac à dos et tout. Bon, ça, ce n'est pas à conseiller parce qu'en fait, il faut quand même être tranquille pendant un mois.
Mais comme elle avait pas mal, etc., mais en fait, ça a été nocif. Ouais. Ça a été nocif. Donc non, il faut quand même se reposer après. On peut vous parler de la plaque aréolo-mamelonnaire. Oui, alors on va en parler. Je regarde juste l'heure parce que on a presque fini là. Si vous voulez, on peut finir et répondre à les questions. Je voulais juste revenir sur le lambeau, la technique par lambeau, si vous voulez revenir au slide ou sinon on reste sur celle-là. Il y a beaucoup de questions sur les contraintes liées au mode de vie et à la profession des gens. Est-ce que une reconstruction par lambeau, est-ce que si on fait du sport, est-ce que si on a une profession où on doit porter du poids, est-ce que c'est contre-indiqué? L'évolution du dorsal partiel a permis de faire un énorme progrès du point de vue fonctionnel. D'accord. C'est-à-dire que le fait de ne plus prendre cette totalité de muscles et de ne prendre qu'une bandelette en fait de muscles qui est à peu près comme ça, hein, qui sert de matrice pour réinjecter de la graisse, nous permet de dire que les séquelles dans le dos sont beaucoup moins importantes. Et donc, par contre, on ne va pas conseiller à quelqu'un qui fait constamment des mouvements type escalade ou qui prend vraiment d'utiliser ce dorsal. Parce qu'on va se protéger, et puis voilà. Mais après, ce que ça peut déclencher chez les gens qui ne vont pas oser bouger leur épaule, ça peut déclencher des pathologies d'épaule, des périarthrites scapulo-humérales. En fait, des épaules ankylosées, ce n'est pas très fréquent, mais il ne faut pas avoir peur de bouger après un lambeau. Si on reste tout le temps comme ça, c'est pas bon. Il faut vraiment bouger. Le mouvement est bénéfique. D'accord. On a une question de Christine qui est assistante maternelle et du coup qui passe son temps à porter les enfants. Elle, on lui conseillera pas forcément cette technique ou Par exemple. Mais ça dépend ce qu'elle veut. Ça n'empêche pas de porter des enfants. Après, moi, j'ai des auxiliaires de vie et des nounous qui ont un lambeau dorsal. Et c'est pas par hasard, si on a oublié de vous en parler, c'est vraiment pas un problème, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, alors je dis pas que, évidemment, quelqu'un qui vous dit, moi, je sais pas, moi, je décharge les cajots, on va peut-être le mettre en deuxième, mais c'est pas rédhibitoire. C'est pas, et pareil, le lambeau abdominal, pareil, il y a des gens qui utilisent leur ventre. Pareil, on en a fait beaucoup pendant une période, on en fait beaucoup moins parce que c'est une technique qu'on considère lourde maintenant par rapport à ce qu'on peut proposer maintenant. Pareil, il y avait parce que vous posez la question des lambeaux en général, le ventre, si on sollicite beaucoup son ventre, on risque d'avoir effectivement quelqu'un qui fait, je sais pas moi, qui soulève beaucoup de poids, qui est déménageur ou déménageuse pour ce qui est de la reconstruction. Évidemment, on va pas, si elle soulève des commodes à longueur de journée, on ne va pas la guider là-dessus. C'est le bon sens et ça se discute en consultation. C'est là que nous, notre expertise intervient. C'est-à-dire qu'on est là pour dire aux patientes, voilà ce qui existe, voilà ce qu'on peut faire. Et pour vous, on aurait tendance à plutôt éliminer ça. Mais c'est toujours la patiente qui a raison. Mais c'est une sorte d'association avec le chirurgien, une sorte d'équipe où on trouve la solution la plus adaptée au cas qui nous est posé. C'est ça qui fait que… Donc, tout est pris en compte dans la décision, le mode de vie. Voilà. Oui. Bien sûr. Tout rentre en ligne de compte. L'activité sportive. La forme du sein, le statut de la patiente, son poids, sa taille, la forme de ses seins, ce qu'elle veut. Et puis après, si elle nous dit, moi, par exemple, je veux absolument continuer, je ne sais pas, moi, une activité qui me tient à cœur, elle veut faire de l'aviron, elle adore l'aviron, on va en tenir compte. Si elle nous dit, moi, je suis folle de tennis, je veux vraiment absolument, c'est très important dans ma vie, ou de golf, etc., on va lui dire, attention, et encore, moi, je ne suis pas sûr que ce soit un problème. On a des patientes classées au tennis qui n'ont pas perdu leur classement. Hein. D'accord, oui. Voilà, donc voilà, c'est sûr que ce n'est pas idéal, mais après, c'est une discussion. Quelqu'un qui a peur au départ d'un lambeau, en fait, ne va pas bouger, va avoir peur de bouger son épaule, son dos, etc.
Et finalement, c'est la loin. kiné et l'activité physique, si on continue à la faire, c'est bon. Oui, ça, je pense qu'on a suffisamment de webinaires avec Jocelyne Ouais. Rolland pour que tout le monde l'ait bien en tête, mais ça fait du bien de le répéter. Il y a aussi une idée reçue sur les doubles reconstructions. Oui. Là, pareil, vous avez parlé d'une double reconstruction par lambeau, donc ça, c'est possible aussi. C'est possible, les doubles reconstructions par lambeau. On a fait des doubles reconstructions par lambeau dorsal partiel. Qui nous ont permis de dire que bon, c'était possible, bien sûr. C'est long. Est-ce qu'il y a des techniques qui sont vraiment ça pas demande une organisation applicables chirurgicale, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais nous, il faut bien vous dire que tout c'est du temps de chirurgien et c'est beaucoup de travail pour nous. Donc, ça veut dire qu'il faut 3 heures, imaginez à peu près 2 heures pour faire un lambeau dorsal. S'il y a 2 côtés, ben voilà, c'est des histoires de position péropératoire, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Après, on peut dire que quand on part d'une mastectomie bilatérale, on peut quand même privilégier le lipomodelage qui ne fait pas appel à des lambeaux pour obtenir 2 seins quasi symétriques chez quelqu'un qui a par exemple un excès de poids. Si on parle à quelqu'un de très mince, on peut proposer une petite prothèse de petit volume de chaque côté parce qu'on n'a plus la contrainte de symétrisation quand on fait des mastectomies bilatérales. Oui. Dans les mastectomies prophylactiques, on aura tendance à proposer souvent des prothèses. Prophylactique, c'est pour les patients. Ça veut dire qui ne sont pas atteintes, mais qui sont atteintes par le gène. Pourquoi? Parce que par la suite, on pourra toujours transformer si elle ne le supporte pas, mais il n'y a pas, c'est de la prévention et on ne va pas abîmer autre chose et on va essayer de mettre une petite prothèse parce qu'on aura 2 fois la même prothèse, c'est peut-être plus facile à adapter. Mais tout ça, c'est à discuter. Donc, si je comprends bien, quand on a une double mastectomie, donc prophylactique, la plupart du temps liée à une prédisposition génétique, on va proposer d'abord des prothèses, mais ça ne veut pas dire que les autres techniques ne sont pas applicables. Exactement. Ça dépend aussi de l'équipe dans laquelle vous tombez. Il y a des gens qui font des prothèses à tout le monde. Il y a des gens qui sont très prothèses. Il y a des gens qui sont très lambeaux. Il y a des gens qui sont très lipomodelage. Il y a des gens... Bon, on converge tous, je pense, vers quand même les techniques les moins invasives et donc le lipomodelage. Mais ce n'est pas toujours possible. Et puis, il y a des patients qui vont dire, moi, je veux bien, mais c'est une seule intervention. Vous débrouillez. Il y en a une qui va vous dire, moi ça va, j'ai du temps et je veux la plus belle possible et je veux le moins de séquelles possible. Il y en a une qui va vous dire, moi, c'est jamais pareil. On peut avoir même 2 jumelles et une va avoir une solution et une autre l'autre. On peut avoir aussi une dame qui a eu d'un côté, ça nous arrive, une solution, par exemple, un lambeau abdominal et de l'autre côté, un lambeau dorsal, parce que le lambeau abdominal, on peut le faire qu'une fois. On peut avoir une dame qui a eu d'un côté un lipomodelage et de l'autre côté, elle va dire, ouais, mais elle a un deuxième cancer du sein, il faut refaire le sein de l'autre côté. Elle dira, ça, c'était trop long, trouvez-moi une autre solution. D'accord, donc c'est très personnalisé, ça dépend aussi de l'évolution de la personne. Il n'y a aucune règle. Sauf non, je veux dire non, il n'y a aucune règle. On est vraiment, je pense, c'est à nous de nous adapter aux gens et pas aux gens à s'adapter aux chirurgiens. Je pense que c'est important aussi dans le choix, je pense, du chirurgien de savoir qu'il doit être à votre écoute. Donc, de peut-être réparer un endroit qu'on n'aime pas, comme une plastie abdominale ou des culottes de cheval. Je ne sais pas si on a toujours eu envie d'avoir de la liposuction, autant en profiter et puis faire un sein avec de la graisse. Quand on a un petit sein et qu'on a toujours voulu mettre des prothèses, voilà, il faut quand même qu'il y ait un intérêt aussi positif. C'est positiver, quand même. Oui, c'est vrai que là, on vous a parlé un peu des défauts, tout ça, mais c'est quand même une super aventure et je pense que c'est une super. Parce que dans reconstruction, il y a reconstruction et il n'y a pas que reconstruction mammaire. Oui, il y a reconstruction globale. C'est important que vous disiez que c'est le chirurgien qui s'adapte au patient, comme dit Sandy, et pas l'inverse.
Ça aussi, ça fait partie de la coopération, on va dire, entre le patient et le médecin. Et puis, n'hésitez pas à faire appel à un second. À d'autres avis. Voilà. N'hésitez pas à aller voir 2 ou praticiens différents qui vont vous donner d'autres approches. C'est vous qui avez la main sur la reconstruction. Ce n'est pas un traitement. Et en même temps, ça peut être déstabilisant parce que si vous voulez, on voit des gens quelquefois qui ont vu un premier chirurgien qui leur a dit voilà, ben moi je vais vous faire un diète. Moi, je pense à une patiente qui était allée à Paris, nous on est à Bordeaux, elle est arrivée à Bordeaux et on me dit on m'a proposé un diète et nous on lui a fait un lambeau dorsal et on lui avait parlé du diète ou alors une autre un chirurgien lui dit ben voilà, moi je vais vous mettre une prothèse et vous la voyez, et puis vous lui dites ben moi je mettrais plutôt un lambeau dorsal ou je ferais plutôt un lipomodelage. Ah bon, mais c'est possible, mais vous. Voilà. Et c'est vraiment. C'est aussi pour ça qu'on fait ce genre de webinaire, c'est pour que c'est important la confiance et la subjectivité. Alors, j'ai juste 2 petites questions d'Anne avant qu'on passe à l'aréole mammaire. Alors, elle a une première question. Elle se demande s'il y a plus de risques de récidive en cas de lipomodelage. C'est une question qui a été évoquée et qui nous a fait très peur au départ. Parce que, pour être tout à fait honnête, il y avait eu des expériences sur la souris qui montraient que certaines souris développaient des tumeurs quand on leur injectait de la graisse, etc. Donc, ça a fait très peur à la communauté cancérologique. Et on a beaucoup freiné. Ça nous a posé des problèmes en reconstruction. Ça a freiné pendant moins 5 ans. Ça a freiné beaucoup. Et au départ, on s'est dit, ben, on ne le fait pas. On ne le fait pas sur un sein très à risque, on le fait pas sur. Et puis petit à petit, on a vu qu'il n'y avait pas plus de récidive avec les autres, et petit à petit, on a tendance à le faire en ayant quand même des règles, c'est-à-dire qu'il faut attendre pour injecter de la graisse dans un sein qui a déjà été malade, pour par exemple corriger une anomalie de forme. Après une séquelle de traitement chirurgical conservateur, si le sein est déformé, on peut injecter de la graisse. On attend. Je crois que c'est 2 ans ou 3 ans sans nouvel événement. Et voilà. Et petit à petit, voilà. Et par contre, ça c'est une chose importante, on n'injecte pas de graisse dans un sein contralatéral à un sein qui a été malade. Voilà. D'accord. Oui. Voilà. C'est-à-dire et nous, ça nous embête parce qu'il y a plein de cas où on aimerait. Mais on ne s'autorise pas en cancérologie, puisqu'il y a eu un cancer d'un côté, l'autre sein étant considéré à risque. D'accord. On n'injecte pas. On n'injecte pas. Pareil, si une dame au départ, si une dame était prédisposée génétiquement au cancer du sein, on se privait un peu de cette solution. Et puis en fait, je pense que toutes les barrières sauteront à terme. Bien sûr. La scientifique a fait que là, on applique le principe de précaution a fait qu'on a fait ça pour l'instant. Mais pour l'instant, ça saute. Ça. Donc, le principe de précaution, c'est… Le principe de précaution, c'est… On avait mis aussi une limite, même en esthétique, ils avaient mis une limite, ils ne touchaient pas aux femmes de 35 ans. De moins de 35 ans, parce qu'elles avaient peur d'initier. Bon, tout ça, c'est de plus en plus remis en cause et le lipomodelage fait. Et en plus, il faut voir, on est en France, mais par exemple, il n'y a pas les mêmes règles dans d'autres pays qui ont l'habitude de l'esthétique et qui injectent de la graisse de partout. Donc, on va avoir des études qui vont sortir et qui vont rassurer tout le monde. Je pense que c'est comme ça que ça va évoluer. Alors, autre question d'Anne, elle demande quel est le plus petit volume pour une prothèse mammaire. Pardon? Le plus petit volume d'une prothèse mammaire. 120 cc, 100 cc. Et en termes de taille de soutien-gorge, parce que je pense qu'on ne va pas forcément parler. Oui. Mais c'est bête de mettre une prothèse pour faire du A. Une prothèse de 120 cc toute seule, c'est vilain. C'est vilain. Il faut mettre des choses dessus. On met de la graisse, on met des lipomodelages dessus et on essaye de limiter parce que 120 cc, c'est un tout petit volume. Mais je pense que ça ne va pas parler 120 cc aux personnes qui nous écoutent. C'est à peu près bonnet A. D'accord, ok. Après, si on a un bonnet A de l'autre côté, le tout, c'est d'être symétrique. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça. On peut trouver des volumes. En tout cas, il existe des petits volumes de prothèses. Le plus petit, c'est à peu près, oui, c'est 100, 120 cc.
D'accord. Bah, du coup, je vous laisse terminer avec, avec les aréoles. Oui, Et ouais, c'est rapide. Hein. C'est rapide, ouais. Donc, il y a deux choses à reconstruire. Tu peux le faire, hein. Il y a deux choses à reconstruire, l'aréole et le mamelon. Donc, je fais l'aréole et tu fais. Alors, la reconstruction du mamelon. Le mamelon, c'est le bout, d'accord? C'est le téton. Et l'aréole, c'est la plaque, c'est la coloration périaréolaire. Donc, le mamelon, pour le faire, c'est-à-dire le téton, pour le faire, on a plusieurs solutions. On peut utiliser des greffes, c'est ce qui donne le meilleur. On peut faire soit c'est là, soit on prend de la peau autour. Un lambeau local. On fait ce qu'on appelle un lambeau local, c'est-à-dire qu'on va prendre la peau, qu'on va plier, plicaturer, on dit, le terme médical, et on va l'entourer pour faire un volume. Au départ, un relief. Ce relief, il est gros quand on a fini l'intervention et il s'affaisse une fois qu'on l'a, jusqu'à quelquefois souvent disparaître. Donc, ça, c'est la première solution. Et c'est une solution qui a l'avantage de ne pas prendre ailleurs, mais qui a un inconvénient, c'est qu'il va entraîner des cicatrices un petit peu autour. Pour faire la peau, on a besoin de faire des cicatrices autour du mamelon, donc qui peuvent être vilaines. Les autres solutions, c'est prendre le mamelon contralatéral, c'est ce qu'on prend le plus. C'est-à-dire quand vous avez un mamelon un peu proéminent, on prend la moitié et on le greffe, c'est-à-dire qu'on le coupe, on plie le premier mamelon et on greffe sur l'autre. Il n'y a pas de problème de sensibilité. Ça se voit quasiment pas sur le mamelon pris et ça se voit peu sur le mamelon greffé. On voit peu vraiment qu'on a fait quelque chose. Et puis enfin, on peut prendre tous les petits bouts qui dépassent, c'est-à-dire un lobe de l'oreille. Tout ça, c'est des solutions qu'on a faites, c'est très rare, mais on peut le faire. Mais le problème, c'est si on a un souci, ça se voit parce que c'est quand même le lobe de l'oreille, mais sinon, ça donne un petit volume. La vulve, on peut prendre la petite lèvre quand il y a des lèvres prédominantes. Alors ça, par exemple, c'est une solution qu'on adapte quand on a fait 2 seins et qu'on n'a plus de mamelon pour prendre. Les 2 seins ont été reconstruits, il faut bien trouver quelque chose pour faire une petite lèvre. Elle a l'avantage d'avoir la coloration du mamelon. Donc, on prend les deux et on les greffe. La pulpe de l'orteil, on l'a fait une fois, mais c'est très risqué parce que ça peut faire des douleurs à la marche. Et ça, on a dû le faire une fois, mais je crois qu'on n'a pas refait. Et voilà. Donc, ça, c'est pour le mamelon. Et François va vous parler de l'aréole. Et bien, une fois qu'on a fait le mamelon, donc on a le relief, on va tatouer la périphérie de notre greffe. Donc, on a des petits tatouages chez un dermatologue avec des pigments qui sont agréés. On peut pas faire n'importe quoi et qui forcément vont peut-être pas correspondre totalement à la couleur de l'autre aréole. On tatoue comme ça, c'est la technique de dermographisme. C'est comme un petit stylo et puis on tatoue. Et souvent, il faut faire des tatouages beaucoup plus foncés parce que dans le temps, ça se éclaircit. Donc là, on peut greffer autre chose. Si on ne veut pas utiliser des pigments, on peut greffer une partie de la lèvre. Non, c'est la peau inguinale. De la peau inguinale, de la peau du pli, ici, pour ramener de la peau. Bon, ça, on ne le fait pratiquement plus. Et puis, si on ne veut pas faire de relief, on peut faire des tatouages complets sans mamelon. Voilà, nous, Est-ce qu'il est parfois possible de préserver le mamelon du sein opéré? C'est une bonne question. Ça se fait dans les BRCA, dans les prophylactiques. Ouais. Et après, ça ne se fait pas encore de façon systématique chez des patients qui ont un authentique cancer du sein. Ouais, on a peur qu'il y ait un risque qu'il y ait encore des cellules cancéreuses. Il y a encore un risque de canalisation, de canal, en fait, et de risque de récidive. Une image que j'aime bien donner, c'est qu'il faut imaginer que la plaque aréolo-mamelonnaire, si le sein est la France, la plaque aréolo-mamelonnaire, c'est Paris. Toutes les routes y arrivent, tous les canaux y arrivent, et donc s'il y a un problème cancérologique, la plaque est quand même la zone d'arrivée de tous les galactophores, et donc on n'aime pas trop la laisser. C'est une région particulièrement à risque. Mais quelquefois, quand les femmes le veulent, quand
quand il y a une distance suffisamment importante entre la plaque aréolo-mamelonnaire et le mamelon, que le cancer n'est pas trop gros, qu'on a pris de quelques sécurités, mais ça, c'est des études qui sous réserve d'avoir une anapate sous le mamelon qui est négative. Voilà, on vérifie. On a beaucoup de. Voilà, on vérifie et quitte à l'enlever dans un deuxième temps. Voilà. C'est un petit risque qu'on prend. Voilà, c'est vraiment ça. Mais c'est rarement. Et ça, c'est vraiment ce que l'on privilégie. C'est l'ablation du mamelon controlatéral, de l'hémi-mamelon, avec une. Ça donne vraiment la couleur et la forme. Ouais. C'est vraiment bluffant. Très bien. Et puis, voilà, pour vous dire que la reconstruction, c'est aussi une reconstruction psychique. Oui, ça vous remet dans le travail, dans la vie affective. C'est une reconstruction importante. Oui, ben, c'est important de le dire parce que c'est vrai que le début de la présentation a fait peur à certaines femmes et elles se sont dit « Ouh là là, je vais y réfléchir ». Et il faut garder à l'esprit aussi que la grande majorité des femmes ne se font pas reconstruire et elles restent ces fameuses Amazones. Donc l'idée, c'est de prendre son temps. Comme vous l'aviez dit, il n'y a pas de limite dans le temps pour se faire reconstruire, mais de le faire en connaissance de cause et en ayant toutes les informations. Je crois que c'est très important le moment de la reconstruction. Je pense qu'il y a des moments où il ne faut surtout pas la faire et des moments qui sont… Et ça, c'est vrai qu'il faut savoir, par exemple, au départ, on était très partisans de faire des reconstructions mammaires immédiates à tout le monde, c'est-à-dire dans le même temps que l'ablation. Et en fait, je ne suis pas sûr que ça rende service à tout le monde. Il y a des femmes qui sont prêtes à le faire dans le même temps et puis il y a des femmes… mais on a tout vu, on a des patientes qui nous disent moi je ne la ferai jamais et puis qui viennent 5 ans après et qui disent ça y est, vous me la faites, je peux pas et puis non, je pense que c'est vraiment mais c'est une volonté de se faire reconstruire, mais souvent quand on accompagne ces patientes, on voit voilà, on les fait, je ne veux pas dire renaître, mais reprendre pied dans leur vie. C'est une réappropriation de leur vie. Et en général, ça conduit aussi à des chemins de vie qui peuvent être différents. Mais je pense que quand on les voit dans la salle d'attente en fin de reconstruction, on peut dire que ce n'est pas la même femme qu'on a reçue au départ. C'est des beaux chemins. Et pour rebondir là-dessus, je pense que c'est très important d'être aidé psychologiquement, il ne faut pas négliger ça, et qu'on est tous dans le coup pour aider psychologiquement. Il y a bien sûr les médecins, les chirurgiens, les kinés, tout le monde. Et nous qui travaillons beaucoup en équipe, je pense qu'avec les kinés sont une part très importante, ils aident les patients à reprendre possession du toucher, de se connaître. Et puis ça prépare, si vous voulez, on sait qu'on va aller vers cette intervention. Voilà, donc c'est très important, c'est un partenariat, c'est ce que les patientes qu'on a reconstruites, si on les croise dans la rue, on les reconnaît, parce que c'est des grandes aventures entre le chirurgien et le médecin. Et moi, je veux dire, quand on aura fini, on se rappellera beaucoup des gens qu'on a reconstruits. C'est des rencontres pas que chirurgicales. Ce n'est pas juste une prothèse, une fracture qu'on répare. C'est toute une. En plus, c'est souvent long, c'est souvent un arrondissement. Quelquefois, il y a des patients qui changent. On n'a pas parlé de ça. Il y a une chose qu'on n'a pas dite et qu'il est important de dire. On a le droit de faire une reconstruction. Comment expliquer ce que je veux dire? On peut commencer une reconstruction. Je vais vous donner l'exemple sous la forme d'un exemple. J'ai une patiente qui a eu une reconstruction par prothèse. Et quand elle est venue me voir, la première fois, elle m'a dit « Je ne veux qu'une prothèse ». Je lui ai raconté tout ce qu'on dit là, et elle a dit « Je veux une prothèse ». Elle a fait sa reconstruction par prothèse. Et puis, la reconstruction par prothèse, elle en a vu les limites. Et elle est venue 10 ans après, elle m'a dit « Voilà, maintenant, je ne veux pas de reconstruction par prothèse. J'en peux plus de ma prothèse. » Du même côté. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Donc, on a enlevé la prothèse et on a fait une autre reconstruction, on a pris un lambeau, etc. Et je lui ai dit, mais vous regrettez d'avoir fait cette reconstruction par prothèse? Elle me dit, pas du tout. À ce moment-là, je ne pouvais pas entendre autre chose. Et maintenant, je suis prête à faire quelque chose. Et ce temps-là a été un temps très important pour elle. Et quand elle a eu la deuxième reconstruction, elle a été contente de la deuxième reconstruction, mais elle était aussi contente de la première.
Ce n'était pas une erreur pour elle de l'avoir faite. Ah oui, chaque chose en son temps. Ce que je veux dire, ce que je veux dire d'abord, on peut changer de solution. C'est-à-dire que si on n'a pas parlé non plus, quelquefois il y a des complications qui nous font complètement revenir en arrière, on change, on passe. On avait prévu une prothèse parce qu'on ne vous a pas parlé, mais il y a des solutions. On a des histoires un peu compliquées. C'est-à-dire qu'il y a des patientes qui sont, quelquefois, qui ont des histoires compliquées, qu'on ramasse après une infection grave. Oui. Voilà. Donc, c'est qui change d'équipe, etc. Voilà. Donc, c'est des histoires. Et là, il faut reprendre tout. Voilà. En tout cas, je pense que c'est un truc très positif pour les gens. Et puis, c'est mettre un peu le cancer derrière soi et se dire, ben voilà, on repart, quoi. On recommence comme mais au bon avant. moment. Mais Voilà. au bon moment, exactement. Il y a un moment pour tout. Je pense qu'il y a un bon moment pour tout et c'est de la difficulté, c'est de savoir dire à une patiente, pas tout de suite. Mais d'ailleurs, c'est elle qui le dit. Hein. C'est elle. Nous, on est là pour accompagner et dire, ben voilà, attendez, vous serez peut-être là-dedans. Oui, parce qu'on nous a posé des questions sur quel est le bon moment pour commencer à réfléchir à la reconstruction. Là, il n'y a pas de réponse. Il faut se renseigner assez tôt, parce qu'en fait, ça mouline dans la tête. Et en fait, il y a un moment où elles seront prêtes. Mais c'est important d'avoir une consultation pour qu'on vous explique ce qu'on peut faire. Voilà. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait vraiment des consultations de reconstruction. On ne peut pas le faire en 10 minutes. Qui soit avec la patiente que l'on a, son métier, sa morphologie, son envie de vivre, voilà. Mais ça, c'est une vraie consultation qu'il faut avoir. Et après, une fois qu'on a déjà ça dans la tête, eh ben, on réfléchit et ça viendra. Moi, il y a deux choses importantes que je voudrais dire. Première chose, je pense que c'est important de voir les gens tôt. Ça ne veut pas dire qu'on va les opérer tôt, mais dès à la limite, moi, ce que j'aimerais, c'est voir les gens presque avant la mastectomie ou même dès qu'elles ont eu l'ablation du sein, même s'il y a de la chimio, tout ça, parce qu'on va élaborer le plan de reconstruction. C'est plusieurs consultations. Vous avez vu tout ce qu'on a dit là. C'est plusieurs consultations. Il y a un temps de digestion et un temps de décision. Et tout ça, si ça peut se faire en même temps que les traitements, c'est-à-dire que pendant qu'on a séché, je vous dis, ce qu'on reçoit souvent, c'est des gens qui arrivent, ils ont eu l'ablation du sein, la chimio, la radiothérapie, ils ont fini leur traitement, ils viennent nous voir, ils nous disent, voilà, maintenant je veux la reconstruction. Et d'abord, on s'aperçoit qu'ils ont plein d'idées fausses, c'est-à-dire qu'on va nous parler de ah bon, il y a autre chose que des prothèses, ah bon, ou une qui va nous dire, ben voilà, moi je veux un lipomodelage, mais pour elle, ce n'est pas possible. Donc, on part sur des fausses pistes. Et plus on se voit tôt, moins on part sur des fausses pistes et plus on a le temps d'élaborer. Donc, je pense que le temps d'élaboration est très important et qu'il faut voir plusieurs fois les gens. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça et Françoise aussi. On voit les gens plusieurs fois avant de les opérer. On commence, on explique, on laisse réfléchir et quand on peut les voir, il y a pas mal de patientes parce que nous, on est cancérologue et on s'est mis à la reconstruction par la cancérologie. On fait l'ablation. Par exemple, hier, j'ai opéré une dame à qui j'ai fait l'ablation. Et ben, bien sûr, pour l'instant, elle est dans l'ablation et que ce n'était pas le moment de lui parler de reconstruction, encore que j'aurais pu, mais elle, il ne fallait pas la faire. Mais je l'ai mis dans un petit coin de sa tête. Et à la prochaine fois qu'on se verra, on commencera tranquillement à élaborer. Et je suis sûr que quand je lui ferai la reconstruction, si c'est moi qui l'a fait, je pense que ce sera le cas, ça sera bien parce qu'on aura fait le chemin ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas un truc juste technique où on va voir un mec qui fait de la reconstruction et puis qui va vous dépanner comme on va changer une roue de voiture ou améliorer la carrosserie. En fait, avec la réflexion, les solutions pour la patiente deviennent un peu plus évidentes. Telle technique, ce n'est pas pour moi. Telle technique, je peux la programmer. Et puis, si je n'arrive pas à faire 5 lipomodelages, et puis en plus, c'est bien dommage. Voilà. Mais je pense, non, c'est pas bien dommage qu'ils n'abordent pas. Je crois que, d'abord, non, je suis pas d'accord parce que je pense qu'ils disent beaucoup de bêtises. C'est comme quand nous, on parle de chimiothérapie. Oui, vous réagissez au dernier commentaire, je le lis, de Cindy qui dit que la plupart des oncologues chirurgiens n'aiment pas la reconstruction.
C'est En assez... fait, Quelquefois, on sent que ce n'est pas le moment. Quelquefois, on en parlera à la première. Quelquefois, il y a plusieurs choses. Il y a des cas où ce n'est pas le bon moment. Oui, On le voilà, sait parce c'est que, ça. par exemple, la dame à laquelle je pense, je savais qu'elle aurait des traitements après et que quand il y a des traitements après et puis qu'elle avait envie vite de se débarrasser de la maladie, ce n'est pas le moment d'aller la embrouiller. On a déjà C'est se encaissé un projeter trop cancer. loin. On ne va pas commencer à parler des 50 solutions qu'il y a, de tout ça. On n'est pas dans, c'est pas le moment. Ouais. Et puis après, oui, il y a des obligations liées à la maladie, puis des obligations, on sent que ce n'est pas le moment psychique, quoi. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est étape par étape, on prend le temps de la maturation, mais le but vraiment de ce webinaire aussi, c'est parce que quand on parle de 70% de femmes ne se font pas reconstruire, souvent c'est aussi un choix par défaut. Donc là, le but c'était aussi de donner l'information la plus exhaustive possible pour si vous faites le choix de ne pas vous faire reconstruire, moins vous le faites en toute connaissance En de cause. connaissance de cause. Voilà. Voilà. Parce que ce n'est pas obligatoire. Hein. Exactement. Ce webinaire n'a pas pour but de vous convaincre de vous faire reconstruire, mais en tout cas, si vous choisissez de ne pas le faire, vous le faites en connaissance de cause. Voilà, c'est un peu